Alors, bonjour tout le monde, bonjour auditeurs et auditrices sur la page Facebook de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Mon nom est Déborah Charenfant, je suis la présidente et porte-parole de la Jeune Chambre et comme vous l'avez certainement vu, c'est pourquoi vous êtes là, c'est qu'on a le grand honneur et plaisir d'accueillir Madame la mairesse Valérie Plante aujourd'hui pour cet entretien en direct. Et un entretien, on aura l'occasion d'avoir également Caroline Ménard, qui est la présidente de Brio Conseil et aussi la présidente de notre concours provincial Arista pour cette année, l'année 2020, à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, ça met un peu la table par rapport à la raison pour laquelle on voulait inviter ces deux personnes pour cet entretien, parce que, comme vous le savez, avec la pandémie et aussi le confinement, le règlement de ne plus tenir d'événements publics, la Jeune Chambre, bien évidemment, s'y est adaptée très rapidement. Donc, le gala Arista, entre autres, a été suspendu et nous étions vraiment très, très, très contents de pouvoir compter sur la présence de la mairesse pour ce gala-là, pour cette édition. Et malheureusement, ça n'a pu se tenir. Donc, on se sent quand même tout de même choyé de pouvoir l'accueillir virtuellement pour cet entretien qui va se dérouler comme suit. Donc, après ce petit mot d'introduction, Madame Ménard ainsi que Madame Plante seront en entretien pour à peu près une vingtaine de minutes jusqu'à 13h30. Et par la suite, les questions que vous nous avez si généreusement soumises, moi, je reviendrai pour animer cette période de questions avec vous par la suite. Et comme ça, on aura l'occasion d'avoir la mairesse pour une heure complète. Et je suis persuadée que vous saurez être très reconnaissant et choyé par rapport aux échanges et aux partages qui s'en suivront. Avant de laisser la parole à Caroline, il y a comme une petite question qui me brûle les lèvres. Madame la mairesse, être mairesse d'une ville comme Montréal, comment ça va? Surtout une Montréal où on sait que la pandémie a quand même frappé fort. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous après la gestion de tout ça, mais en pleine gestion de tout ça? Ben c'est une question qu'on me demande souvent et honnêtement, c'est pas toujours et ça dépend à qui je m'adresse. Mais je vous dirais que malgré tout, ça va bien. La ville de Montréal, on a la chance d'être quand même une ville qui est très forte, une ville qui est résiliente, une ville qui a un tissu économique très développé également, sur lequel il faut toujours bâtir et venir renforcer. Mais on a quand même, je trouve, certains avantages par rapport à d'autres métropoles dans le monde qui ont été durement frappées. Évidemment, on se serait bien passé d'être l'épicentre parce que c'est très difficile pour nos commerçants, nos entrepreneurs, pour la population. Tout reprend tranquillement, pas vite, mais on aurait préféré que ça redémarre plus rapidement. Mais au final, je pense qu'on a de quoi être fiers à Montréal et c'est quelque chose que je veux véhiculer pour les Montréalais, mais à travers le Québec et le pays, à savoir que les Montréalais sont forts, ils sont résilients, ils sont créatifs. On l'a vu pendant la crise également avec plein de projets d'entrepreneurs. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit être mis en valeur et qu'on doit célébrer. Alors, bien fière d'être la mairesse de Montréal envers et contre tout. On le sent dans vos mots, puis c'est sur ces bons mots que je vous laisse, mesdames. Caroline, la parole est à toi. Et moi, je disparais et comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens pour la période de questions. Bon entretien, mesdames. À tout à l'heure. Merci, Déborah. Madame la mairesse, c'est un immense plaisir de pouvoir avoir cette discussion-là avec vous. On vous sait extrêmement occupé puis impliqué auprès de tous les citoyens, de toutes les nombreuses parties prenantes dans cette situation assez hors du commun. J'aime la question de Déborah. Je fais partie qui débute en vous demandant comment ça va. Je fais partie d'un groupe de réflexion de leaders. Puis un des apprentissages de la crise, c'est à quel point il est important de vraiment poser la question comment ça va et d'écouter la réponse. Alors, je trouve que c'est à point. On parlait évidemment, on devait vous avoir comme invité d'honneur au Gala Arista. Ce n'est que partie remise, je l'espère. Mais dans le fond, pour ma part, quand j'ai décidé de m'impliquer, ça remonte à l'été 2019 dans le concours Arista, il était clair pour moi qu'il fallait re-questionner, et pour la Jeune Chambre, qu'il nous fallait re-questionner les critères du concours, puis mettre de l'avant
les leaders de l'avenir, comme ça a toujours été le cas d'Arista, mais ceux qui font une différence, certes, pour leur entreprise, mais qui en font aussi une pour leurs employés, qui en font une pour leurs fournisseurs, qui en font une pour la communauté. Et bref, pour l'ensemble des parties prenantes qui les entourent, et non seulement pour leur entreprise en tant que telle. Je pense que nous avions raison et je pense qu'on avait encore plus raison dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui. Je pense qu'on vit un moment crucial. La crise actuelle est heureusement en train de s'atténuer, mais elle nous met face à nos responsabilités. On l'a toujours su, mais on le sait encore plus aujourd'hui. L'entreprise a clairement un rôle à jouer pour combler les failles de notre modèle de développement, réagir à l'injustice, être plus équitable, être plus responsable. Et je suis vraiment heureuse que la Jeune Chambre ait mis cette conviction de l'avant-là, puis le reflète dans le concours Arista, en voulant récompenser les leaders qui, certes, ont une réussite économique, mais qui mettent l'ambition, leur talent, leur leadership aussi au service de la communauté. En fait, qui allie la prospérité économique, bien nécessaire, et l'utilité sociale. Donc, vous, Madame la mairesse, qui êtes à la tête d'une immense entreprise, hein? Oui, c'est vrai. Je pense qu'on peut... et qui crée beaucoup de valeur, d'ailleurs, pour ses citoyens. Je commencerai avec cette question-là. Comment vous voyez cette responsabilité des entreprises évoluer? On a vu toutes sortes d'initiatives. Vous avez mis des acteurs du milieu socio-économique au service de la relance. Alors, jusqu'à quel point, pour vous, les entreprises font-ils partie de la solution pour la relance et la solution écologique et sociale dans l'ensemble, au-delà de l'économie? Bon, tellement de choses pertinentes sur lesquelles je pourrais facilement rebondir, Madame Ménard, mais clairement, les entrepreneurs sont vraiment une partie essentielle de cette relance que je dis économique, mais pour moi, le mot social est très intimement connecté à cette relance économique-là. On a une opportunité incroyable de brasser les affaires pour que cette relance-là soit connecté à nos valeurs, nous comme société. Mais à Montréal, on est une communauté, je vous dirais, les Montréalais sont très progressistes. Les valeurs sociales, les valeurs environnementales, cette idée même de résilience économique, j'ai commencé à l'utiliser par-ci, par-là et je vois qu'il y a une résonance. Les gens vont dire, oui, c'est une bonne idée, on ne veut pas faire les choses comme elles étaient faites auparavant. Et c'est là où, pour moi, et les jeunes entrepreneurs ont tellement un rôle fondamental à jouer. Ils le faisaient avant la COVID, là, c'est pas nouveau. Qu'ils sont là pour nous bousculer, ils essaient des nouvelles façons de faire. Le gala Arista le démontre bien, puis c'est vrai que j'adhère absolument à aux valeurs sous-jacentes. Oui, on s'implique, oui, on est des entrepreneurs, mais quelles sont également les valeurs sous-jacentes qui viennent bonifier notre entreprise et qui changent le monde, là, mine de rien, là. Moi, je dis souvent, le moment où le milieu des entreprises parle de questions environnementales ou de valeurs sociales, c'est immense l'impact que ça a. Et des fois, j'ai dit aux entrepreneurs, n'hésitez pas à le dire, puis soyez-en très fiers que vous poussiez encore un peu plus loin votre logique, un peu plus loin votre réflexion, parce que pour des gros bateaux, des grosses entreprises comme la mienne, par exemple, moi, j'ai besoin de ces jeunes entrepreneurs qui sont là, hey, OK, on y va, on fait ça différemment, ou bien on devrait le voir de cette façon-là. La finalité devrait être autre ou différente. Alors, définitivement, les jeunes entrepreneurs font partie de cette relance-là. Et on sait que souvent, c'est pas facile pour eux non plus. On va pas se le cacher. Pour les startups, là, c'est dépendamment son opinion sur eux ou non. Mais il en demeure pas moins que c'est une période très, très difficile. Je veux pas dire contrairement à des grandes entreprises parce qu'elles ont également leurs défis, mais pour des jeunes entrepreneurs, des petites entreprises, des startups, il faut leur donner de l'amour. Puis une annonce comme ce matin, justement, là, avec le gouvernement fédéral et provincial, pour moi, je l'attendais depuis longtemps, cette aide pour Montréal, pour le secteur de l'entrepreneuriat montréalais. Et ça n'enlève rien aux autres régions, mais nous sommes la métropole et on a besoin
de cette reconnaissance-là et de reconnaître le travail de tous les entrepreneurs. Et justement, ce matin, c'est une très belle annonce. Qu'est-ce que la ville concrètement envisage pour vous nous parler des jeunes, mais des PME puis le tissu économique de Montréal, c'est des PME, c'est aussi des petits commerçants. Oui. Donc, qu'est-ce que la ville envisage pour et il y a déjà eu des annonces, mais peut-être que vous pouvez nous en parler un peu. Qu'est-ce qui est prévu pour aider? Oui, avec plaisir. Ça a été c'est particulier la crise de la COVID parce qu'à ce moment-là, c'est une situation où ça nous a montré d'une certaine façon la dépendance de la ville de Montréal face à d'autres paliers. Parce qu'on n'a pas nécessairement la capacité financière de dire tiens, on va donner des subventions. Alors que moi je considère qu'en ce moment on aime les prêts, oui, on aime ça, mais des subventions directes, je pense que en tout cas, moi, j'ai pas mis de croix là-dessus. Je continue à faire des représentations auprès des autres paliers pour avoir également des subventions parce que ce n'est pas donné à toutes les entreprises de pouvoir prendre un autre prêt avec ce que l'on sait, le contexte économique actuel. Donc, depuis le début de la crise, on est beaucoup là en accompagnement, bien qu'on a quand même réussi à débloquer près de 5 millions de dollars justement en subvention pour aider différents types d'entreprises. Plus le report des taxes, une première fois, on devait les payer pour le 2 juin. On a remis ça à juillet et là, on le repousse au 1er septembre. Et on espère que ça va aider plusieurs entreprises, je pense entre autres à la restauration et les bars, qui ont même pas repris leurs activités encore. Donc, on a relevé chaque pierre pour essayer de trouver une façon de les aider. Et même chose pour tous les aménagements dans l'espace public que l'on fait. Les corridors sanitaires s'inscrivent dans cette logique-là. On a été les premiers au Québec et même, je parlais avec le maire de Toronto qui me disait « Ah, c'est une bonne idée, ça, les couloirs sanitaires. » Ils ne le font pas nécessairement et c'était vraiment une façon, pendant la crise, de soutenir la distanciation, mais d'encourager nos commerçants locaux. Alors, je dirais que cette pandémie nous pousse comme ville à être créatifs. Et encore une fois, on a la chance d'avoir des entrepreneurs qui arrivent avec des idées. C'est de toute la livraison à vélo ou de mettre en place, informatiser, créer des plateformes de commerce en ligne pour certains entrepreneurs. C'est des idées qui viennent du terrain. Alors moi, du bottom-up, comme on dit, là, les idées du terrain qui remontent en haut, je pense que ce sont les meilleures idées. Puis à date, on se sert bien, si je peux dire, de la créativité et de l'ouverture là, des entrepreneurs. Donc, je dirais qu'on fait le plus possible pour accompagner, donner des sources de financement, mais également accueillir les bonnes idées avec les entrepreneurs et les entreprises d'ici, de chez nous. En termes de bonnes idées, la semaine dernière, on accueillait le rapport Simard Leblanc qui, entre autres, nous propose une piétonisation de plusieurs rues. Est-ce que vous voyez ce genre d'initiative? Il y avait plein d'autres idées dans ce rapport-là, au-delà de ça. Hein? Est-ce que vous voyez justement ces idées émerger là comme une preuve que nous sommes réellement dans vous avez parlé de résilience économique, est-ce que nous sommes vraiment dans une transition économique responsable et durable qui le sera au-delà de la crise? Ben, c'est sûr que quand j'ai vu cette recommandation-là, qui en est une des très fortes, là. Oui. C'est sûr que pour moi, j'ai dit OK, wow, on est rendu ailleurs, là. Mais pour moi, c'est encore une fois, ça démontre que le milieu des entrepreneurs, là, je vais généraliser, mais c'est quelque chose que je partage avec eux, très pragmatique, là. OK, bon, qu'est-ce qu'on doit faire faut une solution. Puis, on passe à l'extérieur de la boîte et puis, voilà, on en propose une. Et dans ce cas-ci, la piétonisation, pour moi, c'est absolument essentiel. Comme je disais, ça s'inscrit un peu dans le même esprit que les corridors sanitaires. Comment on favorise la distanciation pour que les gens, plutôt qu'aller, par exemple, sur Amazon, vont avoir envie, peut-être qu'ils vont le faire pareil, mais ils vont décider de venir faire leurs courses sur leur artère commerciale locale, que ce soit Sainte-Catherine ou une autre, et le faire en toute sécurité. Alors, pour moi, ça, c'est absolument majeur et ça va permettre aussi de tranquillement adapter notre centre-ville, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on adapter le centre-ville à cette nouvelle réalité-là. On travaille avec les grands employeurs, les grandes tours à bureaux pour évaluer, à quoi ça pourrait ressembler en septembre.
C'est quoi la part du télétravail versus les gens qui vont vouloir venir rentrer travailler? Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est que c'est pas mal un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de gens qui veulent rien savoir puis qui veulent rester à la maison pour être sûr de ne pas pogner de virus. Un tiers qui dit hey, « moi, je veux rentrer au bureau parce que j'ai hâte d'avoir ma jasette sur le bord de la machine à café puis d'échanger des idées là, dans le couloir là, avec mes collègues. » Puis un tiers qui dit « bon, ben coudonc, on va y aller un peu comme ça vient. » Donc, nécessairement, on reviendra pas à comme avant très longtemps, mais on restera pas comme c'est le cas en ce moment, indéfiniment non plus. Alors, il faut qu'on se réinvente, qu'on fasse des scénarios au fur et à mesure. Et je suis très heureuse que le rapport là, de Monsieur Leblanc et de Madame Simard vienne, réitérer l'importance d'adapter notre milieu de vie, notre milieu de travail, les aires communes, entre autres les rues, pour le bien de la population, pour le plus grand nombre de personnes possible. Alors pour moi, c'est des idées que j'aurais pas pensé entendre si rapidement, et là, je m'en réjouis d'une certaine façon. Donc, on va avoir un été où on peut circuler librement dans nos rues, habiter notre ville. Voilà. Et bon, on peut pas passer, on peut pas passer sous silence aussi tous les iniquités sociales. Hein. La crise agit un peu comme un miroir grossissant de choses qui existaient avant, hein, dont on savait qu'ils étaient là, mais dont on avait moins le temps ou c'était moins criant dans notre échelle de priorité. Et on réalise à quel point tout ça aujourd'hui prend de la place. On n'a qu'à voir, je suis pas sûre que les médias l'ont tellement mis en lumière, mais toute l'importance que vous avez accordée aux itinérants dans cette crise-là. Donc, où la ville en est face justement aux iniquités, puis à ces injustices sociales-là, c'est quoi votre le plan de match pour la suite? Déjà qu'il y a eu beaucoup de faits, mais comment vous voyez ça dans la suite? Vous avez raison, Mme Bédard, de dire que c'est comme un miroir, hein, et clairement, il y a des choses qui ont émergé. Disons que la COVID est venue exacerber une précarité qui était déjà présente, et là, on la voit davantage, ou en tout cas, elle est bien présente. Et bien qu'on a posé des gestes importants pendant la crise au niveau des banques alimentaires, entre autres, dès le départ, on a dit, OK, les gens vont avoir faim. On a des quartiers à Montréal où, je pense à moi ici, dans le centre-sud, j'ai à peu près 60% des élèves du primaire qui profitent de l'aide alimentaire le matin et le midi. Alors, tu te dis, OK, maintenant, ils sont à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'école pour nous donner le lunch. Alors, c'était évident pour moi puis pour nous que beaucoup de gens allaient avoir faim, des gens allaient perdre leur emploi. Donc, cette précarité-là, on allait la voir davantage. Même chose pour les ressources de personnes en situation d'itinérance. En discutant avec les refuges, on nous disait il y a des visages qu'on ne voyait pas avant qui maintenant viennent parce que, voilà, il y a beaucoup d'itinérance qui se vit un peu ni vu ni connu, ce qu'on appelle un peu le couch surfing, c'est-à-dire un homme ou une femme, ou peu importe, qui, de semaine en semaine, dort chez un membre de la famille ou ailleurs. Mais là, avec la COVID, on peut plus faire du couchsurfing. Alors, ces gens-là émergeaient, là, si je peux dire, là, c'est une drôle d'image, mais c'est ce qui se passe. Alors, on a réussi à trouver des solutions sur le moment. Mais là, le défi, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Et pour vous donner un exemple très précis, maintenant, les refuges pour les personnes en situation d'itinérance ont dû prendre entre chaque lit, on a une plus grande distance, et donc ils ne peuvent plus accueillir le nombre de personnes qu'ils recevaient initialement avant la crise. Alors moi, je dois, et je dis mais nécessairement, c'est des discussions que j'ai avec Québec, puisque l'itinérance est une responsabilité à la base du gouvernement du Québec, mais j'ai à peu près 500 lits à trouver. Ça, c'est pour le prochain hiver, là. Fait que là, c'est l'été, OK, bon, mais dès l'automne, là, il va falloir qu'on trouve des refuges. Et moi, la discussion que j'ai en ce moment avec le gouvernement supérieur, c'est de dire, on peut-tu arrêter de penser dans l'urgence et avoir des mesures pérennes
avec des employés formés, une certaine stabilité. Alors, ça, c'est des éléments comme ça. Et le deuxième que je mets de l'emphase, c'est l'habitation. Depuis le début de la crise, je parle beaucoup de ne laisser personne derrière. J'y tiens énormément à cette phrase-là parce que soit via les itinérants, mais juste en général, la COVID a vraiment fait ressortir aussi un manque de logement. J'ai un peu peur pour le 1er juillet, bien qu'on se soit préparé le plus possible. On a mis des ressources financières, du personnel, mais il va y avoir la crise. La crise de logement était déjà présente. Elle se pointait, mais là, on est les deux pieds dedans. Alors, comment est-ce qu'on s'assure sur le court terme de pouvoir loger tout le monde et sur du moyen long terme, oui, du logement abordable et social, parce que on veut que le monde puisse avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est un droit fondamental. Alors, à laquelle le Canada adhère le droit de l'ONU. Alors, on doit s'en assurer. Alors, je dirais qu'il y a des gros défis. C'est pas simple. Je vous le cacherai pas, là. Il y a beaucoup de travail à faire, mais j'ai confiance et je suis de nature positive et optimiste. Alors, on travaille fort pour que ces ressources-là qui sont nécessaires deviennent des choix de société, pas juste pour Montréal, mais pour tout le Québec. C'est des accélérateurs, en fait, il faut le voir comme des opportunités à saisir. Voilà, je pense qu'il faut le voir comme ça aussi, ouais. Et qu'est-ce qui... il y a tellement de dossiers que vous gérez, on pourrait tellement en creuser plusieurs. C'est quoi qui vous rend, on pose souvent cette question-là à des CEO, qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit, puis qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui comme réalisation des dernières semaines et des derniers mois? Je dirais que dans la crise de la COVID, l'élément qui me le plus troublée parce que je me suis sentie très impuissante, c'est lorsqu'on a on a vu de la contamination communautaire venant des travailleuses dans les CHSLD qui revenaient à la maison à dormir le soir et donc on a commencé à voir comme cette propagation dans Montréal-Nord, dans Saint-Michel, dans Rivière-des-Prairies. Et ça, j'ai trouvé ça difficile parce que contrairement à l'itinérance où je pouvais agir assez concrètement, tout ce qui touche les CHSLD, moi, je peux pas intervenir là-dedans. Donc, on était toujours en appui. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on a admis la problématique, là, on a pu par la suite là, faire les cliniques mobiles dans les autobus de la STM. J'étais heureuse de participer, de mettre, je dis nos autobus, mais la STM comme étant un peu comme une paramunicipale. Mais ça l'a quand même fait ressortir à quel point il existe des inégalités avec cette COVID-là, des inégalités et que il faut être capable de les nommer, puis il faut être capable de trouver des solutions, que ce soit au niveau de la précarité des emplois, de la densité de certains quartiers, du manque de ressources ou de services dans certains quartiers. Puis quand on regarde un peu le profil sociodémographique, ben on se rend compte qu'il y a des éléments qui se retrouvent dans ces trois quartiers-là. Alors, pour moi, encore une fois, c'est qu'est-ce qui doit être fait pour prévenir une prochaine vague, pour qu'on soit, et ça, on y a travaillé, ça nous a poussé à devoir trouver des plans d'intervention locaux, parce que le virus, lui, souvent va rentrer dans un milieu. Alors, il faut être capable de le cerner. Mais sinon, dans la fierté, moi, je suis très fière des Montréalais, Montréalaises. Je le dis, là, mais on a été très disciplinés. C'est pas facile en ce moment. On a un peu le poids d'une certaine réputation. On dit, ben là, c'est à Montréal que ça se passe, c'est l'épicentre, les Montréalais ci, les Montréalais ça. Mais je pense que, je sais que ça fait vendre des journaux, là, mais au final, on a de quoi être très, très fiers comme population. Et puis, moi, je suis convaincue qu'on va se relever plus fort de tout ça. Alors, c'est assez, c'est assez cheesy peut-être là ce que je dis, mais je le pense vraiment parce que c'est,
vivre une crise comme celle-là dans un tissu urbain aussi dense, quand on sait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de cours, pas de balcon, comme il y a beaucoup de précarité aussi, tu sais, c'est beaucoup de stress, mais en même temps, de là l'importance de prendre des décisions, selon moi, qui, en fait, je crois que je prends une décision, je me dis toujours, OK, est-ce que je suis certaine que j'ai pas une petite œillère, là? Y a-t-il quelque chose que peut-être je vois pas, là, ou quelqu'un qui serait dans mon angle mort? C'est un peu ça mon obsession. Alors, je pense on a bien réussi à éviter des angles morts. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait, loin de là. Mais je pense qu'on a, somme toute, réussi à garder la population motivée et de ne pas l'abandonner. Ça, on voulait pas abandonner personne. Sans laisser personne derrière, comme oui. vous le disiez si bien, donc avoir la vue sur toutes les parties prenantes et je conclurai cette partie d'entretien en souhaitant que ces valeurs progressistes dont vous nous avez parlé en tout début d'entretien, chères aux Montréalais, puissent nous faire avancer la suite. Et ça me permet de faire le pont avec Arista. Donc, un grand merci. Je vais céder la parole à Déborah qui va poursuivre avec les questions des membres de la Jeune Chambre, mais je suis convaincue qu'il y aura là une belle diversité de questions. Alors, Déborah, à toi, merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Anne Ménard. La prochaine fois, on se verra live à un gala. Un vrai gala. Effectivement, je pense que c'est un bon souhait. Merci encore, Caroline. Et bien évidemment, merci, Madame la mairesse, pour votre générosité dans le cadre de ces réponses-là. Comme je vous l'avais dit au début, on a reçu quand même pas mal de questions. Merci encore aux participants et participantes qui ont bien voulu nous partager leurs questions. Alors, par souci de gestion de temps, vous me pardonnerez, chers membres et membres de la communauté de la Jeune Chambre, j'ai dû regrouper les questions parce que plusieurs touchaient aux mêmes thématiques, donc pour faire en sorte qu'on puisse maximiser le temps qui nous reste avec la mairesse. Donc, sans plus tarder... je vais essayer de faire des réponses courtes. Comme ça, vous allez faire plus de questions. C'est très gentil. Je suis persuadée que ça serait très, très, très apprécié. Alors, Madame Plante, donc, comment je les ai partagé les questions? C'est par thématique, comme je vous disais. On a eu 4 questions d'ailleurs au sujet de l'attractivité de Montréal. Et ça a été des questions soumises notamment par Frédéric Ajoug, Marie-Christine Demers, Katharina, attendez, j'essaie de trouver le nom encore pour pas me tromper non plus, Jared Lee, mais aussi Katharina Skorek. Essentiellement, ce que ces personnes voulaient savoir, c'est comment, en temps de crise, on peut penser non seulement à l'après, à la sortie de crise, mais en matière d'attractivité de Montréal, sa capacité à attirer le tourisme et les investissements étrangers. Et aussi, ce que j'ai bien aimé dans une des questions, surtout de Jared, c'est comment créer un momentum dans un contexte comme celui qu'on connaît actuellement pour faire en sorte que Montréal demeure attractive et compétitive à l'international. Oui, absolument. C'est une chose à laquelle on réfléchit énormément. Avant la COVID, Montréal était la ville avec la plus forte croissance au Canada pour la 2e année de suite. Donc, et ça veut dire des investisseurs, une grande attractivité, un grand intérêt de la part des investisseurs étrangers également, ce qui est bon aussi pour nos entrepreneurs pour faire de l'import-export. Il y a comme une carte de visite qui suit, là, si on veut, la notoriété de la ville. On se cachera pas que la COVID est venue nous donner un coup dur dans la mesure où quand depuis quelques semaines on entend plus souvent Montréal égale épicentre de la pandémie au pays, c'est pas agréable. Ceci étant dit, moi je mise énormément sur notre capacité à nous inventer, nous réinventer. Et d'ailleurs, on le voit déjà beaucoup. Et on travaille avec, j'ai mis sur pied un comité aviseur pour la relance économique et sociale. Et c'est beaucoup, plusieurs des thèmes qui sont abordés sont justement sur cette image de Montréal. Comment assez rapidement on ramène un sentiment de confiance envers la ville, mais envers des transports collectifs également et tout ça. Mais également une espèce de oomph, là, si je peux me permettre, là, ramener cet élément de comme quoi vivre et investir à Montréal, c'est une bonne idée.
Alors, ça, c'est vraiment les éléments, plus, je dirais, dans les marketing, relations publiques sur lesquels on travaille en ce moment. Et en parallèle, ben pour moi, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce que je m'assure que la ville demeure accessible aux entrepreneurs, les petits, les moyens et les grands, mais surtout les petits. Donc ça veut dire en termes d'accessibilité à des locaux, d'accessibilité même à habiter Montréal, parce que la force de Montréal, c'est cette mixité de portefeuilles, d'idées, de background. C'est ça qui fait la force de Montréal. Alors ça, c'est sur du plus long terme, mais la raison pour laquelle je suis si attachée aux questions d'habitation, peut-être que certains vont dire, il me semble que le lien est loin, mais pour moi, non. Parce que je souhaite le plus possible qu'on ait une diversité de gens qui habitent la ville, et c'est comme ça qu'elle va demeurer. On va garder l'essence, l'âme de Montréal, c'est cette diversité-là. Tout à fait. Non, je vous suis totalement. Alors, on va aller. Je sais que vous avez parlé beaucoup avec Caroline d'aspects économiques, donc d'aspects de soutien aux entrepreneurs qui regorgent notre ville. On est, encore une fois, bien évidemment, c'est un souci, une préoccupation pour nos membres, les membres de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Et donc, c'est pourquoi j'ai regroupé non moins de 5 questions en une. Donc, un peu de patience. Donc, merci à Diane Lafontaine, à Célia Kodja, à Caroline Arnouk et aussi à Cindy Ho, qui ont essentiellement voulu savoir comment, puis vous l'avez détaillé un peu dans l'entrevue avec Caroline, donc je ne voudrais pas que vous reveniez sur ces éléments-là, comment la ville peut soutenir les entrepreneurs, mais un des aspects ou quelques aspects qui étaient intéressants dans leur question, c'est en termes d'appel d'offres. Donc, est-ce que la ville pourrait avoir une politique claire en la matière pour soutenir justement cette entreprise locale-là, des startups? Donc, comment faire une plus grande place aux entreprises qui sont créées par des personnes, des locaux d'ici, mais également des entreprises qui regorgent une certaine diversité en termes de personnes à la tête. Donc, je vous laisse répondre. Oui, tout à fait. J'avais participé à un webinaire avec le milieu des startups, et c'est exactement ce qu'on disait. C'est vraiment important, même avant la COVID, mais ça l'est encore plus, que Montréal soit plus flexible, ou en tout cas qu'elle ait une politique au niveau des contrats là, qui soit moins rigide. Évidemment, avec la rigidité, il y a des raisons pour lesquelles il y a une rigidité. Étant donné que ce sont des fonds publics et tout le reste. Donc ça existe bel et bien. Mais je pense que on a commencé à le travailler, et il faut qu'on l'accélère pour s'assurer que certains plus petits joueurs puissent vraiment leur rentrer à la ville de Montréal et tranquillement se faire une place. C'est souvent la première fois la plus difficile. Ça dépend évidemment des appels de contrat également, des appels d'offres, pardon. Mais sachez que pour nous, c'est une volonté. C'est pas simple avec un gros bateau comme la ville de Montréal, mais c'est définitivement une volonté. Et pour ce qui est, parce que peut-être que je suivais un peu les questions au niveau des prêts, c'est vrai qu'à date, l'aide des gouvernementales, a été essentiellement des prêts, et je le disais à Caroline tout à l'heure, mais nous, ce que l'on souhaite, c'est continuer à demander à ce que les prochaines aides, parce qu'on espère qu'il va y en avoir, soient aussi sous forme de subventions pour justement des plus petits joueurs qui, pour l'instant, peuvent même pas penser à avoir un autre prêt. Là. C'est pas là. C'est leur question de survie, c'est d'avoir un cash flow ou une subvention directe avec certains critères, évidemment. Donc, on essaye beaucoup de convaincre les paliers supérieurs de le faire. Nous, on le fait à la hauteur de 4 millions. C'est pas beaucoup. Mais au moins, c'était des subventions en se disant, écoutez, on vous fait confiance. C'est un petit peu d'aide, mais il faut qu'il y ait faut qu'il y ait les deux. Prêt et, j'allais dire prêt et bourse, mais prêt et subvention. C'est vrai, parce que on pourrait porter à confusion la mention qu'on s'adresse aux étudiants, mais je pense que tout le monde a compris effectivement le mix de prêts et subventions pour les entrepreneurs, parce qu'effectivement, avec la situation à plusieurs personnes certaines personnes qui ont perdu leur emploi, mais à certaines personnes, surtout les entrepreneurs, dont le crédit est déjà arrivé au max. Donc, c'est sûr que souscrire à un nouveau prêt, ça peut être difficile. Juste revenir sur un élément des questions que j'ai oublié de mentionner, qui était quand même très intéressant par rapport à votre participation. D'ailleurs, félicitations, participation à un groupe d'élus de 11 grandes villes dans le monde qui tentent de réfléchir à un plan de redressement post-COVID, donc le Global Mayor's COVID-19 Recovery. Donc, un nom aussi long.
Mais cette personne voulait savoir comment est-ce que se compare l'évolution de la situation économique à Montréal par rapport à ces 10 autres villes qui sont représentées dans le cadre de ce groupement-là. Est-ce que vous sentez que par rapport à ce qu'on vient de dire, donc des entrepreneurs qui ont quand même été très touchés, des commerces qui sont très touchés, on a parlé avec Caroline tout à l'heure avec le plan Simard Leblanc. Donc, est-ce que la situation économique se compare, quand on se compare, on se console ou Ben, en fait, le groupe tactique, on va le résumer à ça. Le groupe tactique, le 40, ben, étant donné que c'est des villes de partout à travers le monde, il y a des villes qui, comme en Afrique, là, pas toutes, là, mais certaines villes comme Freetown qui rentrent dans la crise en ce moment. Alors, eux, ils nous écoutaient en disant, OK, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, oui, okay. C'est intéressant parce qu'avec le maire de Milan qui a été si durement touché, eux, ils sont après la crise, mais ils ont été tellement affectés. Alors, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de voir, dépendamment de l'évolution du virus. Il faut dire aussi que chaque ville a des juridictions différentes. Il y a des pays ou des villes où, par exemple, on peut, je sais pas, on va consommer de l'alcool partout, on se pose pas de questions. Donc, il y a des lois et des règles qui sont différentes. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que Montréal est somme toute en bonne posture parce que on a un tissu économique, notre écosystème est somme toute tissé serré. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en discutant avec eux. On a cette chance-là. Dans d'autres pays, parfois, la hiérarchie, elle est beaucoup plus forte. Et avant d'en arriver à avoir accès à des capitaux, c'est beaucoup plus difficile, entre autres aux États-Unis, que, par exemple, chez nous. Alors, je dirais qu'on a quand même une certaine, je veux pas dire, oui, je pense qu'on a des éléments qui jouent en notre faveur. Et c'est vraiment en étant dans le task force que ça m'a permis aussi de vraiment affirmer haut et fort que de piétoniser et de faire des liens, des voies sécuritaires actives, là, pour moi, c'était essentiel parce que je voyais ce qui se faisait ailleurs. Et c'est ce qui a permis d'avoir une relance, c'est que les gens se déplacent librement, en sécurité, à pied, en vélo, en auto, et de profiter de cette occasion-là pour agrandir le carré de sable. Ouais. Alors ça, pour moi, je le redis souvent, des fois, j'entends les gens dire « Ah oui, mais si et ça », mais je dis, écoutez, on se compare, si on se compare aux grandes villes, là, et on est une grande ville, alors agissons comme telle, agissons comme une métropole. Effectivement. C'est important de le dire, mais c'est aussi d'agir en conséquence. Pendant qu'on est sur le sujet, on a une question très précise par rapport à ça, justement, c'est comment vous gérez, de Christopher McRae, comment vous gérez les réactions négatives dans les médias en lien, justement, avec ce plan d'aménagement d'été? Est-ce que vous vous attendiez à autant de critiques? Et surtout, en tout cas, Christopher voulait terminer en vous remerciant sincèrement parce que lui, ça a donc un commentaire positif, mais il voulait, je pense, savoir de façon personnelle ou dans le cadre de la comment est-ce que vous gérez les attaques négatives par rapport aux réactions à ce plan d'aménagement? Ben écoutez, en le mettant en place, là, 200 kilomètres de voies piétonnes et cyclistes en un mois et demi, c'est du jamais vu. Mais moi, je l'ai dit au début et je le réitère tout le temps quand on m'attaque, je dis, écoutez, c'est une situation exceptionnelle, il fallait des mesures exceptionnelles. Et je pense j'ai prouvé à quel point je consulte énormément, mais là, quand la COVID, c'est maintenant. Alors, on peut, je vais le dire comme ça, mais on n'avait pas le temps de consulter, il fallait agir. Mais ce sont des projets temporaires qui, encore une fois, visent la distanciation, qui sont approuvés par la santé publique. Ils nous ont dit, bonne idée, les policiers, les pompiers sont derrière nous pour tous les tracés. Mais vous savez quoi? Je sais que ça bouscule les habitudes. Je le sais, je comprends. Mais j'aime rappeler aux gens que de un, on fait ça dans le contexte de la COVID et que deuxièmement, nous étions un demi-million de personnes à marcher pour lors du grand rassemblement où où Greta Thunberg était avec nous. Est-ce qu'on dit madame, mais Greta? Ouais, c'est ça, on va l'appeler Greta. Lorsque Greta était là et les gens demandaient dans la rue des changements, des voies actives, diminuer les gaz à effet de serre. Alors, je pense qu'on a, encore une fois, on parlait d'opportunité tantôt avec Mme Ménard. On a comme une opportunité de montrer à quoi la ville peut ressembler, mais on est dans une période particulière. Ça demandait des gestes forts. Alors, je garde le cap pour répondre à monsieur. Je garde le cap.
Très, très bon. Bon, merci, Christopher. Merci, Madame la mairesse, pour votre réponse. On a quelques préoccupations aussi au niveau sanitaire, si je peux dire comme ça. Donc, on a eu 3 questions, notamment de Daniel Tran, de Guylaine Brault et aussi de Claudia Robinson. Qu'est-ce qui est l'aspect qui vous inquiète le plus dans le cadre de la situation actuelle, mais aussi par rapport à l'après, aux normes de propreté, d'hygiène qu'il va falloir instaurer, masques obligatoires ou pas. Donc, comment vous voyez les mesures qui vont être prises, qui ont déjà été prises, mais aussi celles qui pourraient être prises au cours des prochains mois au niveau sanitaire pour garantir la santé de tous et de toutes? Oui, c'est une bonne question parce que ça a été un des gros enjeux pour une ville. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec ou les autorités de la santé publique vont dire, ben maintenant, il faut faire, je sais pas moi, nettoyer les surfaces ou les toilettes publiques à telle fréquence. Mais moi, je dis toujours, une ville, hein, c'est très terre à terre, c'est très pratico-pratique les enjeux qu'on a à gérer également. Alors, on doit s'adapter à ça, avoir plus d'équipes qui s'occupent, par exemple, des surfaces de jeu ou autre. Bref, ça demande, puis je rentre même pas dans les camps de jour et les piscines parce que c'est d'une grande complexité, mais on doit s'adapter en termes d'effectifs, en termes de moyens financiers pour s'assurer que les services aux citoyens demeurent sécuritaires et appropriés. Alors, je pense que l'endroit où je suis la plus préoccupée, c'est clairement les transports collectifs. On incite très fortement les gens à porter le couvre-visage, le masque. Ça a du succès, mais depuis le début, moi, ce que je dis, c'est peut-être qu'éventuellement, il va falloir le rendre obligatoire si on juge qu'on n'arrive pas à nos objectifs. Et pour moi, le couvre-visage, avant de le rendre obligatoire, je disais également, avec toujours cette idée de ne laisser personne derrière, je ne veux pas empêcher des gens de prendre le transport collectif et je souhaitais qu'on en distribue, qu'on s'assure que les communautés vulnérables en aient, entre autres les personnes en situation d'itinérance ou autre. Donc, je dirais qu'au niveau sanitaire, une de mes préoccupations, ça serait le port du masque dans les transports collectifs. Pour l'instant, c'est moins un problème parce que c'est l'été, les gens marchent, font du vélo, télétravaillent, mais en septembre, on s'attend à ce que ça augmente. Oui. Alors, nécessairement, il va falloir que individuellement aussi, on se responsabilise davantage. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on se responsabilise davantage, mais comme on a pu le voir, effectivement, avec le retour des températures plus chaudes, c'est vrai qu'on oublie un peu deux, trois restrictions. Exactement, on oublie son masque à la maison le temps d'aller. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent, mais effectivement, quand on pense vision un peu plus macro à long terme, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va devoir suivre chacun de ces comportements-là pour nous assurer de prendre les bonnes décisions. Quelques questions. En fait, on a question au niveau art et culture. Donc, votre vision du développement de l'art et la culture, dans le cadre de la situation présente également, mais aussi après, comment aider les organismes culturels, les travailleurs culturels, les artistes à remodeler leur modèle d'affaires. Donc, ce que je trouvais intéressant dans cette question-là de Louis Saint-Esprit, mais aussi une question mixée à celle de Karim Talat. Donc, comment aider les artistes et les organismes culturels précisément dans le cadre de cette situation, mais également après. Oui, écoutez, le secteur culturel et des arts, tellement important pour Montréal, que ce soit via nos grandes institutions muséales, nos théâtres, bien sûr les festivals. Et c'est pour ça que l'économie montréalaise est si durement frappée. L'été, il y a une grande partie pas juste des revenus, là, mais je veux dire de l'attraction de Montréal est beaucoup basée sur ce qui se passe l'été. Alors, nous, comme ville, on a décidé très concrètement, d'honorer tous les contrats avec nos partenaires culturels, malgré la COVID, pour au moins s'assurer qu'ils auraient cette base, si je peux dire. Et là, avec tout ce qui touche les rues piétonnes, les voies actives sécuritaires, on travaille également à développer des animations, de travailler avec les artistes locaux. D'ailleurs, le rapport Leblanc, Simard en faisait état, l'importance d'inclure nos artistes cet été dans notre programmation. Alors, on essaie d'être créatif, mais c'est évident qu'en ce moment, on a très hâte, la Ville de Montréal, de savoir quelles seront les décisions prises par le gouvernement du Québec par rapport à la fréquentation des théâtres ou d'autres productions. Il faut qu'on le sache pour pouvoir
se préparer en conséquence et soutenir nos artistes. Mais dans tous les cas, ils sont partie intégrante de notre tissu, je dirais, de notre tissu, mon Dieu, communautaire, culturel et économique. Et on va leur donner, ils ont tout mon soutien et j'ai hâte d'avoir plus de nouvelles pour travailler main dans la main avec les directives, avec les artistes via les directives gouvernementales. Tout à fait. Alors, on va aller dans une autre thématique. On a 2 questions qui touchent, je vous dirais, à peu près le vivre ensemble. Je sais que vous avez abordé vers la fin la question avec Caroline par rapport à cette crise qui faisait ressortir des inégalités sociales et économiques beaucoup. En plus d'être la mairesse de la ville qui est l'épicentre du Canada, mais je ne voudrais pas vous le rappeler. Mais vous êtes aussi la ville où il y a eu 2 manifestations, 2 dimanches consécutifs, dénoncé quand même pas mal, si je peux dire, de discrimination raciale, de brutalité policière. Bref, on a 2 questions précisément par rapport à des mesures pour éliminer le racisme systémique à Montréal dans une optique de favoriser le vivre ensemble dans notre ville qui nous est si chère. Écoutez, moi, je vois d'un très bon œil ce qui se passe en ce moment à Montréal, mais aussi à travers le monde. On dirait que, d'une certaine façon, on dirait que la pandémie a permis à plein de gens de prendre le temps de réfléchir, de se dire, bien, moi, je me porte à la défense de cette cause qui est noble et essentielle, qui est j'allais dire d'interdire ou de la discrimination, mais d'en faire, de se débarrasser de la discrimination systémique. On parle beaucoup de celle envers les personnes noires, mais ou des personnes racisées, mais j'y implique aussi dans le contexte canadien les personnes autochtones qui vivent également, selon les rapports que l'on a, là, beaucoup plus de discrimination là au niveau des arrestations et autres. Donc, assez bizarrement, je dirais que c'est un contexte qui a favorisé une prise de conscience plus grande de la part de tout le monde, et tant mieux. Et le travail de la ville, ben, c'est de poser plus de questions au SPVM et de remettre en question certaines pratiques et certaines façons de faire. Depuis qu'on est arrivé en poste, on est la première administration qui a décidé que toutes les séances de la sécurité publique seraient maintenant à porte ouverte. Avant, c'était à huis clos. On ne savait pas ce qui se passait dans ces commissions-là. La notion de transparence et d'imputabilité, ces 2 notions-là, pour moi, sont fondamentales quand je pense à service de police, mais aussi, en général, par rapport aux services qu'on veut donner à nos citoyens. Tout le monde doit être égaux devant la loi ou face à d'autres institutions. Donc, c'est un travail qui est colossal, je vous cacherai pas. Parce qu'il y a un travail avec certaines institutions, la Ville de Montréal. Comment est-ce que nous, comme ville, on s'assure qu'on ait beaucoup plus de représentation à même nos rangs, à même nos employés? C'est un problème. La STM se fait un très bon bilan, le SPVM beaucoup moins. Donc, il faut que les institutions développent des outils pour non seulement s'assurer qu'elles sont attractives pour des personnes, pour certaines communautés qui sont pas présentes en ce moment, mais qu'on est capable de les faire monter dans l'échelle aussi. Là. Ça, c'est important. Et au sein du SPVM, ben, c'est quand je dis que c'est majeur, ce sont des pratiques. Je nommerai la politique d'interpellation. Notre administration a demandé au SPVM de se munir de le premier protocole d'interpellation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que présentement, on n'a pas vraiment de cadre lorsqu'un policier interpelle des gens. Et donc, ça laisse place à à plus de biais et les études nous montrent justement cette discrimination, ce profilage qui est plus important envers certaines communautés. Donc, ça, c'est un élément. Puis le dernier élément, c'est les caméras portatives, qui est beaucoup mis de l'avant comme étant un peu comme la recette miracle. Moi, je dis à tout le monde, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est un des outils qui, entre autres, aiderait beaucoup à la notion d'imputabilité, si c'est bien utilisé, si c'est recevable en cours et tout ça. Alors, on appuie le SPVM dans ces changements-là depuis le début, et le vent de changement ou la prise de conscience collective, moi, en tout cas, m'aide à faire passer, à amener non seulement les SPVM, mais les autres paliers de gouvernement. D'ailleurs, le premier ministre Trudeau, pas plus tard que tout à l'heure, a dit qu'il était en faveur des caméras portatives et qu'il souhaitait s'impliquer. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles parce que j'essaie beaucoup de dire sur des questions sociales aussi importantes, il ne faut pas travailler en silo.
C'est pas juste le SPVM tout seul. Qu'est-ce que fait la police de Toronto ou la Sûreté du Québec? Qu'est-ce que la Ville de Montréal? Qu'est-ce que la Ville... Il faut qu'on ouvre la discussion parce que quand on parle de racisme systémique, ben pour moi, ça le dit bien. C'est souvent insidieux, c'est un peu partout. Alors, il faut qu'on soit capable de s'élever au-dessus du débat, pas le prendre personnel, même quand c'est inconfortable et jaser. S'élever au-dessus du débat. Je retiens ça, effectivement. C'est vraiment une très longue réponse, là. Oui, mais très longue réponse, mais très claire, je pense, en tout cas, effectivement, qui nécessite d'aller par étapes, mais surtout aussi, je pense, l'urgence d'agir parce qu'une chose que vous avez mentionnée au début, que je pense qui est très importante, je pense que le confinement, la pandémie, bref, toutes ces conditions réunies ont permis à beaucoup de personnes de réaliser un peu l'essentiel dans la vie, qui étaient les gens, la famille, soi-même, et aussi de ne plus composer avec certaines injustices, quelles qu'elles soient. Et il a fallu effectivement que ce acte triste, dramatique, se soit passé pour comme éveiller plus rapidement les consciences par rapport à cette injustice particulière. Mais on voit, en tout cas, dans le soulèvement de plusieurs personnes que ça porte... ça a une place bien importante dans le cœur de plusieurs personnes. Donc, on va compter sur vous et votre administration pour la suite des choses. Il nous reste 5 minutes et en même temps que je vois le temps filer, mais je suis très contente de vous dire aussi que je vois la liste de nos questions finir également. Donc, ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle par rapport à l'autre nouvelle qui est qu'on a juste 5 minutes qui nous restent. Mais j'aimerais, dans les 5 minutes qui nous restent, on a 2 questions que je dis ad lib, que je ne peux pas regrouper parce qu'elles concernent vraiment 2 sujets complètement différents. Mais je pourrais les mettre sur un chapeau commun qui est étudiant. Donc, que ce soit étudiant étranger ou autre, parce que je pense que c'est la préoccupation, bien évidemment, qui reflète bien notre membership en bon français. Par rapport à la modification actuelle qui a été proposée du règlement du PEC, donc du programme d'expérience québécoise, est-ce que vous craignez qu'il y aura des conséquences sur le besoin de main-d'œuvre à Montréal? Mais on a aussi, je pense, si je ne m'abuse, une question sur Facebook par rapport à encore une fois, l'attraction de Montréal ou l'attractivité de Montréal, mais par rapport spécifiquement aux étudiants étrangers, aux universités, est-ce que vous pensez que la situation actuelle va faire en sorte que ce serait une ville moins attrayante pour les étudiants particulièrement pour venir étudier dans les universités prestigieuses que nous avons? Donc, comment vous évaluez la situation? Ben pour moi, c'est une situation que je suis très près parce que c'est sans équivoque pour moi que l'avenir du Québec, tant au niveau économique que social, passe par une compréhension, une grande ouverture face à l'immigration et entre autres via les étudiants étrangers. Donc, ces talents qui viennent vers nous, on en a absolument besoin. Et c'est salutaire pour la société en général. Je pourrais vous parler d'un point de vue très pratico-pratique à dire on a besoin de talent, on a besoin de travailleurs, travailleuses. Mais j'ai envie aussi de vous dire qu'avec ce langage peut-être un peu froid, là, il y a aussi cette idée que notre communauté, notre société s'enrichit grâce à ces parcours-là. Donc, il y a aussi tout l'aspect social là, qui est important. Et pour revenir au côté plus chiffre et froid un peu, c'est une discussion que j'ai souvent avec le milieu des affaires et ici à Montréal et on a tous cette préoccupation-là. Faut s'assurer que, par exemple, à Montréal, on parle plus de rareté de main-d'œuvre, mais dès qu'on sort de Montréal, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Et c'est tout à fait réel. Et moi, à Montréal, où j'ai des secteurs de pointe en aéronautique, en intelligence artificielle, pour ne nommer que c'est ou en biomédical, j'ai besoin de talent, j'ai besoin d'étudiants. C'est crucial. C'est une question de survie là sur du long terme. Alors, dans une période de pandémie où Montréal est un peu moins glamour, si je peux dire, il faut que les politiques d'immigration et celles du recrutement des élèves étrangers prennent en considération cet élément-là et qu'on continue d'être une société accueillante qui soutient celles et ceux qui choisissent notre belle province, notre belle ville pour venir s'installer et contribuer. Donc, je vous dirais que c'est une préoccupation et un sujet dont je parle souvent avec mes collègues des autres paliers gouvernementaux. Donc, encore un autre dossier sur lequel on va vous suivre, Madame.
persuadée qu'il y a pas mal d'intérêt. Une question, je pense que ça, c'est une question très rapide. Quand sera déposé le plan de lutte au changement climatique de la Ville de Montréal concernant la crise actuelle? Oui, le plan climat, je suis contente que quelqu'un me pose la question parce que il devait sortir au printemps, mais avec la COVID, tout a pris le temps, si je peux dire. Ouais. Donc, on veut le lancer, on veut profiter d'un beau momentum à la rentrée scolaire ou en tout cas la rentrée au travail, mais très prochainement. Là, il est prêt. On est en train de finir comment dire, la page couverture, on va dire ça. C'est fine-tuning, c'est bon. Et le fine-tuning, mais j'ai très hâte de vous le présenter parce que c'est une partie essentielle de la relance d'ailleurs. Alors, ça va de pair. Bon, ben, on va suivre ça également. Mais je vois qu'il est à 59. Ça me permet peut-être, moi, ma petite question personnelle à titre de présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. On a vu, vous avez parlé un peu de ça, du comité aviseur d'ailleurs. Et je pense, j'ai vu une question là-dessus. Je n'ai pas pu valider l'information. C'est pourquoi je ne vous ai pas posé. La personne disait pourquoi il y avait une seule femme au sein de votre comité aviseur. Il me semblait, moi, en lisant le communiqué, qu'il y avait plusieurs femmes. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu ramener un sujet, mais on a vu ce comité aviseur, ce comité de relance. Lequel on parle, parce qu'en fait, le comité aviseur, non seulement c'était important pour moi qu'il y ait de la parité, alors sur 12 membres, 13 avec moi, c'est moitié-moitié. On voulait aller chercher une diversité au niveau des backgrounds également. Je pense que la personne doit faire référence au comité des économistes, qui est un comité qui s'est fait sur le côté, pas pour minimiser, mais c'est vrai que dans ce comité-là, il y a 3 femmes. Donc, elles sont beaucoup plus minoritaires. Mais sur le comité aviseur principal, si je peux dire, et dans le comité social qu'on va présenter prochainement, la parité, comme dans toutes mes instances, est primordiale. Ah bon, ben merci pour la précision. Donc, je voulais finir quand même cette entrevue en vous mentionnant qu'effectivement, la Jeune Chambre étant préoccupée par la situation de ses membres qui ont différents profils, que ce soit des étudiants, comme on a pu le voir, des professionnels, mais également des entrepreneurs. Et par rapport à tous les changements au niveau affaires, si je peux dire comme ça, qu'on est en train de vivre, que ce soit au niveau du télétravail, au niveau de la culture d'affaires, la culture d'entreprise. Donc, c'est important pour nous de nous lancer dans une démarche de réflexion de comité de relance. Et je vous dirais que quand votre communiqué est sorti, nous, on était en pleine réflexion pour en lancer un également, pour voir un peu comment les jeunes peuvent contribuer à cette réflexion, à ces actions-là, pour faire en sorte que notre voix soit écoutée, qu'on participe à la conversation, qu'on soit non seulement invité, mais aussi qu'on ouvre le débat, si on veut, parce que plusieurs études le montrent, que ce soit l'Organisation internationale du travail, que les jeunes seront beaucoup plus touchés par rapport à cette crise-là, que ce soit actuellement, mais dans le moyen terme également, mais surtout sur le long terme, par rapport à leur situation économique, au niveau des études, au niveau recherche d'emploi, maintien d'emploi, bref. Je suis contente que vous approuviez. Donc, c'est important pour nous de contribuer à cette discussion-là. Donc, ma question pour vous, pour terminer, ce serait quoi la meilleure façon aujourd'hui pour que les jeunes, je sais que c'est un terme large, nous, précisément, la Jeune Chambre, on couvre les 18 à 40 ans, professionnels et entrepreneurs, et évidemment, les étudiants, comme j'ai dit. Quelle serait la meilleure façon, vous direz, pour nous, de contribuer à cette discussion, d'amener, j'ai pas envie de dire grain de sel parce que ça a une connotation un peu négative, mais pour faire en sorte que ce qu'on vit soit pris en considération et en importance également, parce que on la vit de plein fouet, cette crise également, puis on va avoir beaucoup plus en sentir les effets au fur et à mesure. C'est une bonne question parce qu'effectivement, il faut entendre davantage la voix des jeunes entrepreneurs. J'aurais envie de vous dire qu'on pourra, étant donné comme présidente et peut-être avec votre conseil d'administration, on pourrait trouver un moment pour recueillir certains éléments en vue de la relance qui serait que vous voudriez attirer à notre attention. Ça pourrait être intéressant. Puis peut-être avant de nous amener ce contenu-là, peut-être s'il y a un atelier à faire avec vos membres pour recueillir l'information, ça me ferait très, très plaisir de pouvoir impliquer ou d'incorporer, parce que excusez-moi l'anglicisme, mais un work in progress, le plan de relance. Et donc, il y a encore de la place vraiment là pour pouvoir venir l'influencer, le nourrir. Alors, je pense qu'on pourrait, si vous trouvez qu'il y a un intérêt, on pourrait trouver une façon d'incorporer vos préoccupations, mais vos idées également, puis votre vision pour l'avenir. Tout à fait. Bon, c'est de la musique à mes oreilles.
Et je suis partagée aux oreilles de toute notre équipe également. Mais écoutez, Madame la mairesse, je savais que cet échange serait riche. Je savais qu'il serait dynamique et interactif. Je ne pensais pas terminer cette discussion avec avec ce sourire aux lèvres, mais je savais que comme c'était vous, c'était probablement le cas. Alors, merci également pour votre temps. Je sais qu'en temps, présentement, ça ne doit pas être facile de trouver une heure pour nous, mais ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. C'est très important, cet échange-là. Ça me manque. Alors, merci de me donner l'occasion. Ah, mais nous, on est très choyés, très reconnaissants que vous ayez pu prendre ce temps-là. Et surtout, merci à vous qui avez participé en direct sur Facebook. Merci pour vos questions également. Merci à l'équipe qui s'est mobilisée pour rendre cette conversation possible. Merci également à Caroline Ménard, présidente de Brio Conseil et aussi présidente d'honneur du concours Arista. Donc, on a un peu voulu créer un gala en ligne. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais je suis persuadée que vous avez pu apprécier cet échange avec la mairesse et Caroline ainsi que moi-même. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Madame la mairesse, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la santé. On va y aller avec ça, de la santé. Souhaiter la santé, je pense que c'est logique. Donc, on va vous souhaiter la santé et beaucoup de courage pour la suite des choses. Et puis, la Jeune Chambre demeure à votre écoute et disponible si jamais il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi tout le monde. Bye bye.